peut commencer. Je me présente, Catherine Rioux, présidente de l'Association de droit notarial. On a la chance aujourd'hui d'avoir Maître Allary avec nous qui se spécialise en droit agricole, d'où le sujet de la conférence aujourd'hui. Donc, je pense que vous aviez un PowerPoint, si je ne me trompe pas, Maître Allary. J'ai un PowerPoint, mais c'est un PowerPoint de théorie. En fait, je ne sais pas trop à quoi les participants s'attendent. Voulez-vous qu'on commence par des questions, puis après ça pourrait peut-être enligner mon... Moi, je pensais peut-être juste me présenter un peu c'est quoi le droit agricole, le genre de dossier qu'on touche. Puis après ça, je pensais peut-être vous écouter si vous avez des questions plus particulières. Puis si ça vous intéresse encore puis qu'il reste du temps, bien, je pourrais peut-être rapidement passer le PowerPoint. Excellent. On peut procéder comme ça. On peut commencer par une petite présentation, aborder le sujet, puis après ça, l'association avait prévu quelques questions aussi pour vous. Je suis certaine que les étudiants probablement qui vont avoir des questionnements par la suite, donc on peut procéder comme ça. Pas de problème. Donc, mon nom, c'est Mireille Allary. Moi, j'ai gradué comme vous de l'Université d'Ottawa en 90. C'est un petit bout, mais ça fait... j'ai commencé à travailler avec une notaire qui pratique encore aujourd'hui à Gatineau pour une petite année et demie. Puis ensuite, je me suis jointe avec une de mes collègues avec qui j'avais étudié le notariat à l'Université d'Ottawa, puis on a été ensemble en société en nom collectif pendant une dizaine d'années. Et puis après ça, on s'est joint au bureau où je suis présentement, Gagné Isabelle, Patrie Laflamme, donc en 2002, quand j'ai joint ce bureau, puis j'ai joint comme associé, on est toujours associés, on est 10, 11 associés bientôt l'année prochaine. Et puis, le bureau a beaucoup grossi au fil des dernières années. Là. On est 35 notaires, bon an, mal an, là, puis une centaine d'employés. Notre bureau principal est à Hull, mais on a un bureau à Elmer, on a un bureau à Buckingham, puis on a un bureau satellite dans la région du Pontiac à Chaville. C'est ici que je suis présentement, tous les jeudis, depuis 23 ans. Puis c'est un peu ça aussi, le notariat, tu sais, c'est de développer des habitudes, puis de développer des plages horaires très précises. Là, mes clients maintenant savent que je suis ici le jeudi. Donc, le jeudi, là, comme là, je viens d'entendre la porte, là, ça rentre sans rendez-vous pour me parler ou pour voir. Avec COVID, c'est un petit peu différent, là, mais habituellement, c'est comme ça. Puis c'est aussi comme ça que je me suis spécialisée en droit agricole parce que c'est une région rurale agricole. Moi, je viens d'un milieu agricole. Mon père était enseignant de mathématiques, mais on avait aussi une ferme à Losqueville, dans la région du Pontiac aussi, à l'ouest d'Elmer. Puis, je suis comme Obélix, là. Je suis tombée dedans quand j'étais petite. Là. Mon père était très impliqué au niveau de l'UPA, puis l'Union des producteurs agricoles. C'est comme ça j'ai rencontré déjà plein de mes clients. C'est des clients que je connaissais depuis que je suis petite. Puis là, maintenant, j'aide la deuxième génération, parfois la troisième, à prendre la relève. Donc, ce sont des clients très fidèles. Ce sont des clients qui ne magasinent pas parce qu'une fois que tu connais leur famille, leur entreprise, ils te font confiance. Puis, tu as vraiment toute la famille. Tu fais leur testament, leur mandat, mais aussi tu fais leur achat de maison, même si ce n'est pas agricole. Comme c'est vraiment une belle clientèle à avoir. Dans mon cas, c'est presque exclusivement en anglais. Là. Il y a beaucoup d'anglophones dans la région du Pontiac. Fait que c'est sûr que j'ai développé une clientèle anglophone assez majoritairement anglophone, je pourrais dire. Donc, c'est un peu ça. Le type de dossier qu'on touche, en fait, c'est très vaste, le droit agricole, parce qu'il y a tout ce qui concerne les demandes à la protection, la Commission de protection du territoire agricole, que ce soit au niveau du morcellement, que ce soit au niveau des constructions, que ce soit au niveau des utilisations à d'autres fins que l'agriculture. Ça, c'est un des volets de la pratique qui est plus administratif, puis un petit peu plus, je vous dirais, un peu comme l'argumentaire qu'un avocat pourrait faire avant de se présenter en cours. C'est un peu ça qu'on fait aussi. Il y a beaucoup de recherches. Puis on essaie là, de répondre, dans le fond, aux arguments de la commission en présentant notre dossier. Donc ça, c'est un des aspects.
mais il y a aussi l'aspect du transfert intergénérationnel, comme je le disais tantôt. Et puis ça, bien, ça touche aussi pas mal à du droit corporatif parce que des fois, pour faciliter le transfert, on doit créer une société non collectif, on doit créer une corporation. Donc, notre bureau étant, je pense que vous avez vu déjà quelques présentations de mes collègues, vous connaissez notre bureau, c'est un bureau qui est multidisciplinaire, si je pourrais dire. On a différentes spécialités, dont un département de droit corporatif qui est important. Donc, je travaille souvent de concert avec les notaires du département de droit corporatif pour justement tout ce qui est l'aspect plus corporatif du dossier. On a pris la décision à notre bureau de mettre l'équipe du droit agricole dans le secteur du droit immobilier. Ça aurait pu être dans le secteur du droit corporatif. On est comme un hybride entre les deux. À un moment donné, il fallait prendre une décision, puis surtout au niveau des locaux, là, il faut s'organiser, mais ça ne nous empêche pas de travailler là, de concert avec nos collègues du droit corporatif à ce moment-là. Donc, le transfert intergénérationnel, puis là, ça amène aussi toutes sortes d'autres dossiers comme un financement, parce que vous le savez, là, les terres agricoles, ça vaut très cher. Donc, les jeunes qui démarrent, bien souvent, c'est des hypothèques de 2, puis de 3, puis de 4 millions avec des billets promissoires qui sont payables aux parents pour tout ce qui est, dans le fond, la partie du don que le parent pourrait faire à son enfant pour faciliter le roulement. Puis parce qu'il y a des règles fiscales qui sont très précises par rapport à une entreprise agricole, bien, on travaille aussi très, très étroitement avec des fiscalistes dans les dossiers. Fait qu'il y a une grande équipe. Là. Souvent, on aime prendre le dossier au tout début. On travaille avec le conseiller agricole pour diriger les gens vers les bonnes personnes. Fait que c'est un droit qui est le fun parce que c'est pas... il y a un début puis il y a une fin, mais le début puis la fin, c'est sur une plus longue période. Et puis, c'est pas comme le droit immobilier là, où on fait un dossier dans 2-3 semaines, le dossier est fermé, on envoie la correspondance aux clients. On a vraiment là, plusieurs étapes à faire. Puis après ça, ben, on revoit leur structure successorale aussi par la même occasion. Puis parce qu'on a créé des billets, il faut faire des testaments bien souvent. Fait que c'est vraiment un dossier assez complexe. On fait aussi beaucoup de financement, dans le fond, que ce soit pour la construction d'une grange ou d'une étable. Puis on travaille étroitement avec les conseillers du ministère de l'Agriculture parce que toutes sortes de programmes de bonification puis de subventions pour l'aide au démarrage d'une entreprise agricole. Donc, c'est vraiment un droit qui est intéressant parce que ça sort de l'ordinaire. Là, je vous ai tout lancé ça. Avez-vous des questions jusqu'à maintenant? Si vous le permettez, je pense qu'on pourrait commencer par les questions que l'association avait prévues, puis après ça, on pourra enchaîner avec les questions des étudiants. Pour ma part, je me demandais si c'était possible d'expliquer la différence entre un zonage agricole et un zonage résidentiel. Donc, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est quoi les caractéristiques? OK. En fait, le zonage agricole, c'est un zonage provincial. Donc, il existe des cartes de zonage agricole et c'est même un zonage qui prévaut sur le zonage municipal. Des fois, les clients viennent me voir et me disent « Ah, je suis zonée résidentielle. » Peut-être au niveau municipal, mais le lot en question, qui par ailleurs pourrait être propice à la construction résidentielle, bien, il fait partie d'un plus grand zonage qui est le zonage provincial et qui a été déterminé par règlement, par décret en fait, par la Commission de protection du territoire agricole. Donc, il y a 3 décrets. Le premier décret étant en novembre 1978. Ensuite, il y a eu un deuxième décret, puis il y a eu un troisième décret en 81, si je ne me trompe pas, qui a déterminé le zonage. Puis,
la commission a essayé d'être assez consistante en ce sens qu'on verra très rarement un lot, mettons, en zone agricole, après ça, tu ne l'est pas, puis après ça, il serait. La commission a essayé d'étendre le zonage de façon plus homogène sur un territoire. Puis à partir du moment où le zonage agricole est en place, bien là, la loi sur la protection du territoire agricole doit être respectée aussi par la municipalité. C'est-à-dire que même si le lot en question est zoné résidentiel au niveau municipal, avant d'émettre un permis de construction pour un usage résidentiel, la municipalité doit obligatoirement s'assurer que la Commission de protection du territoire agricole a donné son autorisation ou a reconnu des droits acquis, par exemple. Tantôt, on pourra le voir rapidement, peut-être c'est quoi la différence dans tous ces concepts-là, là, mais c'est ça qui est la différence, Catherine, entre le zonage résidentiel et le zonage agricole. Merci beaucoup. Maintenant, je pense que... Oh, je m'excuse, j'ai une compagne. Mais je pense que Rebecca avait une question également pour la suite. Oui? Oui, en fait, je me demandais, est-ce qu'il y a des systèmes qui sont mis en place avec le gouvernement si on veut, par exemple, demander une exception au zonage agricole ou pour bâtir, par exemple? Oui, alors ça se fait par le biais d'une demande. Donc, la commission a deux processus. Il y a le processus de la demande pour un usage autre qu'agricole et il y a le processus de la déclaration. Donc, par exemple, pour des usages résidentiels, c'est un des exemples, ou commercial, qui était déjà en place au moment de l'adoption des décrets en 1978, il y a eu un processus de reconnaissance de ces droits acquis-là pour justement que les propriétaires puissent soit se reconstruire ou soit séparer la maison. Mais je vous dirais que les conditions sont assez, en tout cas les barèmes sont très, très clairs, puis la commission ne déroge pas souvent de ces barèmes-là. Par exemple, si la maison veut, si le propriétaire veut séparer sa maison qui bénéficie de droits acquis, il ne pourra pas étendre la superficie à plus que 5 000 m², qui est 1,2 acres. Et donc, si on veut plus, pour différentes raisons, à ce moment-là, on doit passer par une demande d'autorisation. Mais oui, il y a des processus qui sont en place. Merci. Avez-vous d'autres questions? Oui, en fait, moi, je me demandais, sur la terre agricole, en fait, en plus de l'activité agricole, est-ce que c'est possible d'ouvrir, si on peut le dire comme ça, là, une activité de divertissement, par exemple, si on veut louer ou sous-louer la maison comme Airbnb ou pour une journée à la ferme, mettons, avec les gens, est-ce que c'est possible de conjuguer les deux? C'est une excellente question. La réponse avant le 1er janvier 2019, c'était non, ou en tout cas très difficilement. Donc, il fallait passer par une demande d'autorisation pour ce type d'utilisation-là. Ça a été un petit peu facilité par un règlement qui a été mis en place en janvier 2019, où la commission est venue ouvrir un petit peu ce type d'utilisation-là pour Airbnb, pour les tables champêtres, pour les journées à la ferme. Mais encore là, les conditions d'application sont extrêmement rigoureuses au niveau du nombre de stationnements, au niveau du nombre de places. Les cabanes à sucre aussi, c'est venu étendre un petit peu l'utilisation haute agricole autour de l'entreprise acéricole. Encore là, avec des conditions qui sont relatives au nombre d'entailles, par exemple. Donc, si on a des entreprises qui sont plus ou moins grandes, bien, on peut faire plus ou moins de choses. Donc, oui, il y a un processus qui existe, mais à la base, le principe, c'est vraiment les demandes d'autorisation. Merci. Bonjour. Bonjour. Donc, avec de plus en plus de villes qui font des expansions donc en terre agricole, puis ça se transforme en développement urbain ou en banlieue, que voyez-vous pour le futur du droit agricole? Écoutez, je sais qu'autour des plus grands centres urbains, il y a eu du dézonage, effectivement, mais la commission
en tout cas en région, est pas mal encore rigoureuse. Je veux dire, même, je vous dirais, plus qu'au début de ma pratique. Les normes se sont beaucoup recentrées sur l'agriculture. Puis, il y a l'article 61, si je ne me trompe pas, qui énumère les critères que la commission doit prendre en compte lorsqu'elle rend une décision. Il y a beaucoup de ces critères-là qui font en sorte que, justement, l'étalement urbain est vraiment concentré là, dans les endroits où il y a déjà du développement résidentiel. Il y a l'article 59, qui est la demande à portée collective, qui permet aux municipalités d'avoir un petit peu plus de latitude, dans le fond, parce qu'il y a comme des espèces de préautorisations qui ont été données. Et la commission a voulu s'assurer, en faisant ça, de développer les espaces qui sont déjà à l'intérieur de constructions existantes, donc pour justement éviter le débordement vers les régions qui sont moins développées. Mais vous avez raison de dire que, autour de l'autoroute 30, par exemple, dans ce secteur-là, c'était un secteur agricole complètement. Bon, il y avait peut-être aussi une justification plus sociale là, de développer ce territoire-là que, mettons, dans le Pontiac, là, mais quand même, je pense que la commission est assez alerte au fait de ne pas vouloir étendre ça de façon non contrôlée. Je ne sais pas si on peut peut-être poursuivre avec les questions des étudiants, là, s'ils en ont. Donc, vous pouvez juste ouvrir votre micro et la poser là, si jamais vous en avez. Puis si vous n'en avez pas et que ça vous intéresse, je veux pas rendre ça plus plate que j'imagine que si vous êtes là, c'est parce que le droit agricole, vous avez un intérêt, là, ou en tout cas des questionnements. Ma présentation, comme je vous dis, je l'ai faite au départ pour les courtiers immobiliers parce qu'on a fait, quel est le mot que je cherche? On a fait attester, là, c'est pas le bon mot, mais vous savez, les courtiers ont aussi des heures de formation obligatoires qui se traduisent en points, donc ils ont tant de points à faire à chaque année. Donc, pour un petit peu aussi leur montrer le droit chemin dans leur dossier quand on parle d'agricole, j'avais préparé une présentation que j'ai fait autorisée par l'OASIC. Et donc, c'est cette présentation-là que j'utilise de façon régulière parce que c'est un PowerPoint point par point, là, juste pour essayer de remettre en contexte les différentes notions. Fait que c'est un petit peu théorique, là, mais si vous voulez, je pourrais quand même prendre vos questions au fur et à mesure. Peut-être que ça serait plus interactif de le faire comme ça. Ça vous intéresse? Oui, c'est une très bonne idée. Je pense que ce serait bénéfique pour tout le monde. On peut procéder comme ça. Puis s'il y a des gens qui ont des questions au fur et à mesure. Parfait. Est-ce qu'il y en a, là, vous êtes tous au bac, hein? Pour l'instant, il n'y a personne qui est au notariat, là, ou est-ce que vous avez un cours en droit agricole dans le bac? Je ne pense pas, hein? Non. Okay. Malheureusement, non. OK, donc c'est ça. Peut-être que ça serait bénéfique pour vous. Donc, je pense qu'on m'a donné oui, share screen. Alors, attendez un petit peu, je vais rentrer. Donc, c'est ça. En fait, il y a deux lois. Hein? Tantôt, je ne vous l'ai pas dit, mais il y a deux lois super importante. Puis dans la région de l'Outaouais, on travaille beaucoup avec les deux lois. Donc, la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles qui vient chapeauter toutes les activités en territoire agricole. Mais il y a la loi sur l'acquisition de terres agricoles par des non-résidents. Et ça, c'est aussi super, super important dès le début du dossier de s'assurer que notre acheteur est résident ou non. Du Québec, pas du Canada, mais du Québec, parce qu'il y a des dispositions particulières qui s'appliquent, par exemple, à un Ontarien qui voudrait acheter une terre du côté du Québec pour des fins de spéculation, entre autres. C'est une des raisons pour laquelle cette loi-là est venue un petit peu mettre des balises là, aux activités agricoles.
Fait qu'on va commencer par la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Et puis, une activité agricole, en fait, c'est aussi de rien faire sur une terre agricole. Fait que c'est pas parce que des fois, les clients viennent nous voir puis nous disent, la terre est laissée en friche, il n'y a rien qui se passe, fait que donc, elle a comme perdu son statut. Elle n'a pas perdu son statut parce que le zonage, je vous l'ai dit tantôt, c'est un zonage provincial. Fait que quand même qu'il n'y a rien qui se passe sur cette terre-là depuis 20 ans, mais c'est quand même une terre qui est agricole et donc on doit respecter là, les critères de la commission. Il y a des activités qui doivent obligatoirement être autorisées. Donc, c'est le fait, l'article 26, d'utiliser à une fin autre qu'agricole un lot, puis aussi de construire des bâtiments non agricoles. Donc, dans tous les cas, ces activités-là doivent être autorisées par la Commission. À l'article 27, on parle plus précisément des érables et des érablières parce que au Québec, l'exportation de produits d'érable est importante. Donc, les érables sont protégés au niveau de la loi. Puis, ça se traduit aussi dans nos dossiers. Moi, j'ai des clients qui achètent des terres à bois parce que c'est des gars de foresterie, qui achètent des terres à bois pour, dans le fond, faire de la coupe de bois. Mais on doit s'assurer, ou en tout cas les informer, parce que comme notaire, on a un devoir de conseil. Donc, on doit les informer qu'ils n'ont pas le droit de couper des érables sans autorisation de la commission, sauf à des fins d'éclaircie. Je veux dire, faire un peu de nettoyage dans le boisé, mais autrement, les érables sont protégés également. Il y a aussi à l'article 28, quand on parle de lotissement. Donc, on est propriétaire du lot A et du lot B. Les deux lots sont en zone agricole, donc c'est réputé, c'est des lots qui sont contigus et c'est réputé devenir un tout au niveau de la loi. Donc, pour vendre un ou l'autre des lots, on a besoin de l'autorisation de la commission. On parle de lotissement à ce moment-là. Ensuite, on ne peut pas vendre un lot lorsque le cédant conserve un droit d'aliénation sur un lot contigu. C'est l'exemple que je vous donnais tantôt. Pour vendre, puis ça, on pense que ça va de soi puis que c'est facile à comprendre, mais je veux dire, ça arrive 3, 4, 5 fois par année où on reçoit un dossier d'un courtier, justement, qui n'a pas pensé à ça, puis là, on se retrouve avec une demande à faire à la commission. Puis ces demandes-là, si vous ne le savez pas, ils sont vraiment très longs. Une demande, ça prend en moyenne, je vous dirais, 8 à 12 mois avant de recevoir une orientation préliminaire. Et là, si on a une orientation préliminaire négative, on peut faire une demande pour une rencontre publique, qui est plus publique, là, qui est par Zoom, mais une rencontre avec les commissaires pour essayer d'argumenter notre dossier. Mais au départ, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est rapide. À l'article 32, je vous l'ai dit tantôt, la municipalité ne peut délivrer un permis de construction à moins d'une autorisation ou d'un avis de conformité. L'avis de conformité, elle vient suivant une déclaration. Je vous ai parlé des deux processus rapidement tantôt. Donc, la municipalité, dans le fond, est en infraction si elle donne un permis de construction dans un territoire agricole et il pourrait y avoir là, des sanctions à ce moment-là. Et puis, tout ce qui concerne l'exploitation des gravières et des sablières, puis l'extension de ces droits-là, ça aussi, c'est assez complexe parce que les conditions de remise en état de la commission sont très, très, très rigoureuses. Et puis, il y a des dépôts de garantie qui doivent être donnés à la commission. Et puis, il y a aussi des agronomes qui sont impliqués dans les dossiers pour justement là, venir faire état de la situation au début de l'exploitation, parce qu'à la fin, souvent, dans le cas des gravières et des sablières, les autorisations sont valides pour 5 à 10 ans. Donc, après ça, il doit y avoir une remise en état ou une nouvelle demande qui est présentée. Donc, ça aussi, ça m'est arrivé d'en faire de temps à autre. Notion de contiguïté. Alors, quand on parle de l'eau, est-ce qu'il y a des questions?
avant que je continue avec un autre concept? Non? Parfait. Les notions de contiguïté, donc, est réputé contigu deux terrains qui seraient séparés, par exemple, par un chemin, même un chemin public. Par contre, une autoroute où on n'a pas d'accès directement à partir de l'autoroute, donc on aurait une servitude de non-accès. À ce moment-là, ça rompt la contiguïté. Pour vous donner un exemple, pour ceux qui connaissent Gatineau, l'autoroute 50, là, en allant vers Buckingham, vous avez dans le coin de l'aéroport de Gatineau, par exemple, et vers l'est, vous avez des secteurs agricoles. Donc, l'autoroute a coupé certaines terres en deux au moment de sa construction. Et là, ça vient scinder la contiguïté. Donc, un propriétaire pourrait vendre d'un côté ou de l'autre de cette autoroute-là à cause de la servitude de non-accès. Mais ça ne s'applique pas à la route 148, par exemple, au boulevard Maloney. Si je donne encore l'exemple de ce coin-là vers l'est, on a le boulevard Maloney, des fois qui sépare deux terres agricoles, mais étant donné qu'on a un accès direct sur la voie publique pour se rendre sur notre propriété, c'est considéré comme étant un lot contigu. La même chose pour le chemin de fer ou une emprise d'utilité publique, une servitude d'Hydro-Québec, par exemple, qui traverserait un champ en deux. Bon, ben, chaque côté est contigu à l'autre. Il n'y aurait pas d'interruption de contiguïté. Bon, alors là, je vous ai parlé des autorisations puis des cas qui requièrent l'autorisation de la commission. On a aussi des cas où on parle de déclaration et donc c'est des activités qui sont permises mais qui doivent être déclarées. On parle ici, entre autres, d'une grande propriété. Donc, si quelqu'un serait propriétaire de 200 hectares, qui est quand même une grande propriété, on pourrait, à ce moment-là, sans autorisation de la commission, scinder en deux cette grande superficie-là de 200 hectares. La règle, c'est qu'il faut qu'il reste au moins 100 hectares de chaque côté lorsqu'on a fait la transaction. Donc, il faut s'assurer que les gens possèdent un lot ou des lots contigus d'une superficie d'au moins 100 hectares. On peut aussi construire une résidence sur un lot de 100 hectares. Donc, encore là, étant donné la grandeur du lot, 100 hectares, c'est 247 acres, pour ceux qui sont plus familiers avec cette mesure-là. Et puis, encore là, par contre, il y a des balises que la commission, au fil du temps, a mises en place, qui ne sont pas nécessairement dans la loi. La loi dit, à l'article 31.1, qu'une seule résidence peut être construite sur un ensemble formant au moins 100 hectares, mais dans le pratico-pratique, cette déclaration-là, il y a quand même une certaine condition, des certaines conditions qui doivent être respectées. Il y a, par exemple, l'entrée qui doit être inclue dans la superficie de construction, puis la commission va autoriser ou accepter là, dans la déclaration que ça soit construit sur à peu près 5000 m². Disons, comme utiliser le concept des droits acquis à cet article-là, même si la loi n'en fait pas mention, mais puis là, ça nous amène toutes sortes de problématiques en pratique parce que bon, des fois, les gens veulent se construire, mettons, sur le dessus de la colline parce que c'est là que la vue est la plus belle, mais c'est beaucoup plus loin du chemin public. Donc là, on vient de perdre l'espèce de 5000 m² parce qu'il faut étendre ça. On a aussi la problématique des règlements municipaux parce que les règles d'urbanisme, voyez-vous, c'est ça qui est le fun avec le droit agricole, c'est que ça va chercher toutes sortes de concepts ailleurs, donc le droit municipal, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui parle de lotissement puis qui dit qu'un lot doit avoir, c'est pas dans toutes les municipalités, mais la plupart, un lot doit avoir à peu près 45 mètres de frontage, c'est-à-dire 150 pieds, sur le chemin public. Donc, pour arriver à ça, puis essayer d'amener cette notion-là avec la loi sur la protection du territoire agricole, des fois, il faut passer par des demandes de dérogation mineures.
Il y a plusieurs concepts là, avec lesquels on doit jongler quand on parle de zonage agricole. C'est ce qui fait que ça rend les choses intéressantes. À l'article 32.1, c'est l'exemple que je vous donnais tantôt quand on parlait de droits acquis, de maisons qui ont été construites avant l'application de la loi. Donc, à 32.1, on vient de dire qu'on peut délimiter la superficie de droits acquis jusqu'à concurrence de 5000 m². Et on peut, à ce moment-là, morceler. Donc, la maison pourrait être vendue indépendamment du reste de la terre. En pratique, on dit souvent, on fait une déclaration de 32.1. Bien, c'est la déclaration des droits acquis là, de 5000 m². Ensuite, activité permise, mais devant être déclarée. Donc, c'est l'article 40. Le privilège de l'article 40, on l'appelle le privilège de l'agriculteur. Quelqu'un dont la principale occupation est l'agriculture peut se construire sur sa terre agricole une maison. Là, il y a plusieurs choses qu'on doit tenir en compte. Puis la commission, au fil des années, a déterminé des critères qui ne sont pas dans la loi, mais qui doivent être respectés pour justement qu'une possibilité comme celle-ci existe. Par exemple, je vous donne un exemple rapide. La principale occupation est l'agriculture. Donc, admettons que c'est un fonctionnaire fédéral à la retraite qui s'est acheté une terre agricole et qui a comme principale occupation l'agriculture parce qu'il n'est plus fonctionnaire, il est vraiment devenu agriculteur, puis mettons, il fait des légumes biologiques, mais il reçoit une pension du fédéral de 55 000 $ par année, puis il fait 25 000 avec son entreprise agricole par année. Si on calcule les deux ensemble, le gars, il a une retraite pas pire, mais au niveau de l'article 40, il ne rentre pas dans les critères de principale occupation parce que son principal revenu, il ne provient pas de l'agriculture. Il provient de son revenu de retraite. Donc, il ne pourrait pas construire une maison en vertu de l'article 40, même s'il a ses cartes de producteur agricole, puis même si par ailleurs, il ne fait pas d'autres activités que les activités agricoles. Mais il faudrait qu'il passe, ce client-là, par une demande d'autorisation pour pouvoir se construire, ce qui est quand même plus difficile. Donc, pour répondre à la question de Abby tantôt, c'est un peu comme ça que la commission vient mettre des règles un petit peu plus sévères. C'est en analysant chaque terme de la loi, puis en mettant des critères tellement difficile qu'on finit par pas être capable de construire une maison. C'est souvent ça qui arrive. J'ai quelques dossiers en cours où justement on essaie de faire reconnaître l'article 40, puis la commission, elle nous arrive tout le temps avec toutes sortes d'idées, mais on n'est pas capable de faire le tour de la question. Donc, à ce niveau-là, la commission est très, très rigoureuse. Ensuite, rapidement, pour une municipalité qui voudrait élargir un chemin ou qui voudrait refaire un système sanitaire ou installer des aqueducs municipaux, il y a des différents articles qui facilitent là, ce travail-là. Je vais passer ça rapidement. Au niveau des droits acquis, donc c'est l'article 101 et 103. C'est à 101 et 103 où on vient déterminer la fameuse superficie de 5000 m². Puis au niveau des usages autres qu'agricoles, on a depuis le 21 juin 2001 une nouvelle restriction qui n'existait pas quand j'ai étudié à l'université, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ajouter une nouvelle utilisation principale, même si on est dans un concept de droits acquis. Je vous donne un exemple. Moi, mon bureau de notaire, c'est pas un exemple vrai, là, mon bureau de notaire, il est dans le centre-ville de Hall, mais admettons que je pratique en milieu rural, puis j'ai mon bureau dans ma maison. Avant 2001, je pouvais avoir un bureau de notaire dans ma maison sans demander l'autorisation à la CPTAQ.
parce que c'était à l'intérieur même de ma résidence qui bénéficiait elle-même d'un droit acquis. Après 2001, si mon bureau n'existait pas en 1978 ou en 2001, en 2004, je décide d'ouvrir un bureau de notaire. La même situation, dans ma maison, je devrais à ce moment-là demander l'autorisation de la commission. Donc, encore là, on vient restreindre les usages non agricoles. Puis ça se fait, ça, pour toutes sortes de raisons. Ça se fait justement pour qu'il n'y ait pas une surenchère là, des utilisations non agricoles où finalement, on vient plus être capable de faire de l'agriculture parce que, bon, il y a trop de circulation, il y a trop de voitures qui se promènent, il y a trop de voitures stationnées. Ça s'applique au bureau de notaire, mais ça s'appliquerait aussi, par exemple, à l'entrepreneur qui a une entreprise de déneigement à l'hiver, puis qui stationne ses véhicules, ses remorques ou ses charrues pendant l'été dans un garage en milieu agricole, bien, cette personne-là devrait obtenir l'autorisation de la commission s'il n'y a pas de droits acquis en vertu de l'article 101. Donc, c'est assez complexe pour certaines occasions. On dit aussi que les droits acquis sont éteints par le fait de laisser sous couverture végétale la superficie pendant plus d'1 an. Donc, une maison qui bénéficierait de droits acquis, qui passe au feu et qui n'est pas reconstruite dans l'année, ben, pourrait perdre les droits acquis, puis on devrait être obligé à ce moment-là de faire une demande d'autorisation de la longue procédure. Pour l'histoire du 5000 m², c'est à 103, puis quand on parle d'un usage commercial, industriel ou institutionnel, là, on est à 10 000 m², donc à 1 hectare. Il y a certains règlements facilitateurs, par exemple l'abri sommaire en bois, une espèce de camp de chasse, là où on pourrait sur 10 hectares construire une espèce de cabane, pas plus que 20 m², sur un seul plancher, pas de toilette, là, on s'entend que c'est sommaire pas à peu près. On peut agrandir aussi des emplacements résidentiels sans autorisation de la commission jusqu'à, ça c'est pour par exemple un petit chalet qui serait sur 2000 m², pour lequel on doit construire un nouveau champ septique. Mais là, pour des fins environnementales, on peut étendre la superficie, comme acheter du voisin, par exemple, jusqu'à 3000 m² sans autorisation de la commission. Puis, un producteur pourrait aussi vendre en plusieurs parties sa propriété, pourvu qu'il le vende à d'autres producteurs qui sont contigus. Il pourrait vendre à ses voisins producteurs sans obtenir l'autorisation de la commission. Ça n'arrive pas souvent, mais ça peut arriver. Ça facilite les transactions. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette première loi-là? Non, ça va? La loi sur l'acquisition de terres agricoles par des non-résidents, qui est la deuxième loi que je vous parlais tantôt. Donc, ça s'applique, dans le fond, à toute personne qui ne réside pas au Québec. La résidence, c'est le fait, entre autres, de payer des impôts au Québec. Dans l'Outaouais, on a beaucoup de ces cas-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent au Québec, mais qui payent des impôts en Ontario, qui ont leur carte d'assurance maladie en Ontario, leur permis de conduire en Ontario, mais ils se couchent dans un lit au Québec au moins 5 soirs par semaine. Ça arrive fréquemment. Puis ils le font parce que, bon, les impôts coûtent moins cher au Québec, en Ontario. Apparemment que le système de santé est meilleur en Ontario. En tout cas, on entend tout ça. Mais ces gens-là, quand vient le temps d'acheter, par exemple, une propriété en zone agricole ou d'acheter le terrain voisin à leur propriété qui est en zone agricole, bien, ils se trouvent à être un non-résident. Alors, le résident, c'est quelqu'un qui a vécu au Québec pendant au moins 3 ans dans les 4 dernières années. Donc, c'est quand même assez sérieux. C'est 3 ans dans les... Puis, quand la commission va donner une autorisation à un non-résident québécois d'acheter,
ben, il faut qu'il s'engage à devenir un résident du Québec dans le fond, dans les 4 prochaines années. Il doit pouvoir démontrer au bout de 4 ans qu'il a séjourné au Québec au moins 3 ans. Donc, l'Ontarien qui achète une terre agricole aujourd'hui, dans le fond, il a 1 an pour déménager puis déclarer sa résidence au Québec. Puis il doit la maintenir pour les 3 prochaines années après ça, pour rentrer dans la définition de résident. Donc, ça, c'est une demande qu'on fait, en tout cas que je fais de façon régulière parce qu'avec la pandémie, là, je vous dirais que c'est devenu bien hot de s'acheter une terre. Là. Donc, les gens, puis l'Ontario, les terres sont beaucoup plus dispendieuses. Donc, ils traversent la rivière Outaouais, puis ils viennent acheter une terre du côté du Québec, mais ils font face à cette loi-là qui vient un petit peu, des fois, contrecarrer leur plan. Pour ceux qui veulent vraiment, qui sont pas mal motivés, là, ils pourraient décider de créer une corporation à capital action, donc une compagnie. Mais encore là, il y a des règles qui sont très strictes. Alors, plus de 50% des actions du capital action ayant droit de vote doivent être détenues par des résidents du Québec. Donc, c'est possible pour certaines personnes lorsque, par exemple, ils ont de la famille du côté du Québec, mais on s'entend qu'il y a une question de contrôle ici. Donc, il faut que la compagnie soit contrôlée par le Québécois, ce qui vient freiner là, certains dossiers. Ce n'est pas tout le monde, qui connaît des résidents du Québec puis qui sont prêts à investir dans une terre. Donc, on a quand même cette possibilité-là. Je vous dirais que je l'ai faite à quelques occasions, surtout pour des dossiers un petit peu plus importants. J'ai en tête l'exemple d'un producteur en Ontario, dans le bout de Mirabel. Il était vraiment un producteur, là, il était dans les œufs. Il voulait, lui, s'acheter une terre du côté du Québec. Vous savez que Mirabel n'est pas très loin de la frontière. Il voulait s'acheter une terre du côté du Québec parce qu'il voulait construire un poulailler pour faire l'élevage de poulets de grains. Et ils ont décidé d'investir au Québec pour ça. Mais évidemment, ce sont des résidents de l'Ontario. Donc, lui, il avait une sœur à Mirabel. On a créé une corporation. Ils ont pu acheter. Parce que c'est quand même c'était des transactions de valeur un petit peu plus élevée que ce qu'on voit ici dans la région du Pontiac. Ils ne voulaient pas passer à côté de l'opportunité. Et puis là, on était en train de faire une demande d'autorisation auprès de la commission. Je pense que ça pourrait passer parce que ces gens-là sont en train d'investir dans la construction du poulailler, plusieurs millions de dollars. Donc, la commission est très sensible aux investissements qui sont faits en zone agricole. C'est toute une question de bonne foi, puis une question de plan d'affaires aussi. Mais quelqu'un qui investit 1 million dans une construction agricole, on s'entend que c'est pas parce qu'il veut aller faire du camping, là. Il veut probablement faire une entreprise agricole rentable, puis ça rentre dans les critères de la commission. Donc, j'imagine que dans ce dossier-là, il y aura une exception, puis que mon client sera autorisé à acheter, parce que c'est quand même un peu difficile de faire fonctionner une entreprise quand l'actionnaire ou le dirigeant majoritaire n'est pas impliqué dans l'entreprise. En l'occurrence, sa sœur qui n'est pas du tout dans l'entreprise agricole. Donc, mais il y a des façons de faire là, avec certaines limitations. Une très grosse exception, puis ça on le fait aussi régulièrement, c'est qu'au niveau du morcellement, par testament, on peut morceler ce qu'on veut. Fait que, je ne sais pas, moi, la famille qui a 6 enfants puis qui veut que chacun de ses enfants ait un terrain de la ferme familiale, là, bien, il pourrait faire arpenter ces terrains-là. Et dans le testament, on pourrait donner à chacun des 6 enfants le lot 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis à ce moment-là, bien, ça serait une exception. On n'aurait pas besoin d'autorisation, puis on pourrait faire la transaction. Et évidemment, ça ne veut pas dire, une fois que les enfants auront en leur nom la terre en question, qu'ils vont pouvoir construire sur cette terre-là. Ça, c'est une autre histoire. Mais ils peuvent quand même en devenir propriétaires.
La demande, je vous l'ai dit tantôt, en fait, il y a 3 articles qui s'appliquent à la demande par un non-résident. Il y a 15.1 de la loi sur l'acquisition de terres agricoles par des non-résidents qui vient dire que lorsque la terre n'est pas du tout propice à la culture du sol, on est en flanc de montagne, puis c'est des rochers mur à mur, bien là, l'autorisation est accordée parce que de toute façon, on ne peut rien faire en agricole. Sauf que pour se rendre à une autorisation, il faut faire le processus. Fait que c'est quand même assez long. Ensuite, il y a l'article 15.2, c'est celui où on a parlé tantôt. Alors, il y a une condition qui est demandée par la Commission que l'acheteur devienne un résident du Québec. Et à ce moment-là, c'est un automatisme. L'autorisation est accordée, même si ça peut prendre 3, 4, 5 mois avant d'avoir la décision entre les mains. Mais il n'y a pas de peut-être que oui, peut-être que non. La loi est claire. L'autorisation d'acquérir une terre agricole est accordée à toute personne dont l'intention est de s'établir au Québec. Là, vous allez me demander, il se passe quoi dans 4 ans si la personne ne peut pas prouver qu'elle a vécu au Québec pendant au moins 3 ans? Bien là, il y a des ordonnances qui peuvent être publiées contre la propriété. On peut forcer la vente de la propriété aussi. Et il peut y avoir des amendes qui sont données au contrevent. On a aussi, en fait, quand on parle ici de l'article 15.2, c'est parce que la personne veut s'établir au Québec. Mais il y a une 3e possibilité de demande pour le non-résident qui ne veut pas s'établir au Québec. Et pour celui-là, il y a un quota provincial annuel de 1000 hectares par année. Fait que la Commission, elle va entendre des demandes jusqu'à concurrence de 1000 hectares de superficie. Puis mettons qu'on est rendu au mois d'octobre et qu'ils sont rendus à leurs 1000 hectares, ils ferment le robinet. Puis les autres demandes sont reportées à l'année suivante. Fait que si on a, par exemple, une grosse compagnie qui veut acheter 600 hectares dans la région de Mirabel, il vient prendre une grosse partie du quota, puis ça laisse beaucoup moins de place pour les autres dossiers. Ce qui fait que lorsqu'on n'a pas l'intention de s'établir au Québec, le délai d'attente pour être entendu devant la Commission, ça peut être 2 ans, 2 ans et demi. Fait que ça prend un vendeur pas mal motivé pour attendre 2 ans, 2 ans et demi. Fait que pour cette raison-là, on n'en fait pas si souvent que ça de ce type de demande-là. Il y a différents critères que la Commission, vous irez les lire si ça vous intéresse, c'est l'article 16 de la loi, là, quel est l'usage projeté, il va y avoir une incidence sur le prix des terres agricoles de la région, parce qu'il ne faut pas oublier que cette loi-là a été, entre autres, mise en vigueur pour éviter la spéculation. Mais je vous dirais que la spéculation, elle se fait quand même, puis elle se fait entre les régions de la province de Québec. Par exemple, les terres dans le bout de Saint-Hyacinthe, ils vendent à 17 000 à 18 000 de l'acre, tandis qu'ici, on est à 5 000. Fait que, c'est sûr que pour quelqu'un de Montréal, venir acheter une terre dans l'Outaouais, c'est très, très, très possible. C'est beaucoup moins cher que d'aller acheter une terre à Saint-Hyacinthe. Donc, il y a quand même un peu de spéculation qui se fait, mais pas avec l'Ontario, mettons, mais à l'intérieur du Québec. Les sanctions, on en a parlé tantôt, il y a l'ordonnance de la Commission qui peut rendre nulle l'acquisition. Donc, évidemment, il pourrait à ce moment-là annuler la vente, mais par rapport à l'acheteur, parce que pour le vendeur, il a eu son argent, puis il n'y a pas d'obligation, lui, dans la transaction. L'ordonnance de se départir de la terre agricole dans les 6 mois ou finalement des amendes. Avez-vous des questions jusque maintenant? Ça va? TPS et TVQ, ça, c'est vraiment plus du pratico-pratique, mais quand je donne les formations aux courtiers, c'est vraiment des réflexes qu'on doit développer parce que c'est une question complexe. Je ne sais pas si vous avez des cours de fiscalité, là, ou est-ce que vous êtes rendu dans votre... je
pas si c'est obligatoire, mais toute la notion de TPS-TVQ avec les transactions immobilières, pas juste avec l'agricole, mais avec les transactions immobilières, c'est une question importante pour la pratique privée. Évidemment, la résidence, elle est exonérée, la résidence non neuve est exonérée de TPS et de TVQ. Mais la maison neuve, comme la maison qu'un particulier achète d'un contracteur qui est neuve, ben, le prix va inclure probablement la TPS-TVQ. Il y a une taxe là, que le contracteur doit ajouter sur le prix de la maison. Quand on parle d'agricole, il faut faire comme 2 ventes distinctes. En fait, pas au niveau de la paperasse, mais au niveau du calcul pour la TPS-TVQ. Il faut savoir évaluer la valeur de la résidence. Fait que ça, si ce n'est pas le courtier qui le fait, moi, je recommande que mes clients fassent affaire avec un évaluateur agréé parce qu'il faut, mettons, une transaction de 500 000 $, bien, il faut savoir la maison, elle vaut 200, 250, 300 000. Qu'est-ce que, sur quoi je vais me baser, moi, pour calculer la TPS-TVQ qui pourrait s'appliquer sur la vente de la terre agricole comme telle? Savoir si la terre agricole est taxable ou non, il faut retourner auprès du vendeur. Donc là, il y a différents critères. Est-ce que le vendeur est lui-même inscrit au registre de la TPS et TVQ? Ça se peut. Si c'est un agriculteur qui est en opération, les chances qu'il soit inscrit sont grandes, donc oui. Mais ça peut aussi être quelqu'un qui n'est pas inscrit, mais qui a tiré un revenu et qui a déclaré des revenus agricoles dans son rapport d'impôt. Il y a plusieurs questions à se poser quand vient le temps de déterminer si la TPS-TVQ est obligatoire. Dernièrement, j'ai fait une transaction. On avait toutes posé ces questions-là, puis le vendeur nous disait « Je ne suis pas inscrit à la TPS-TVQ, je ne suis pas inscrit, je ne suis pas inscrit. » Mais tu sais, c'est une grande terre, c'est une terre à bois. Fait que là, finalement, j'ai le client dans mon bureau, puis là, tu sais, des fois, les collaboratrices, ils posent des questions qu'ils doivent poser, mais ils ne vont pas un petit peu plus loin. Fait que là, je demande au client, j'ai dit, avez-vous coupé du bois sur votre terre? Oui, j'ai coupé du bois. Puis là, j'apprends qu'il a justement déclaré des revenus agricoles, des revenus de coupe de bois. Et qu'il y a des numéros de TPS et de TVQ. Mais il y a des numéros de TPS, mettons, à son entreprise, qui est une entreprise individuelle. Ça s'appelle, mettons, Mireille Allary, coupe de bois. Mais c'est enregistré comme une entreprise individuelle. Fait que dans le fond, le client était inscrit à la TPS-TVQ. Là, c'est en train de causer toute une histoire parce que c'est une transaction de 150 000 $. Fait qu'imaginez-vous, 15 de plus, c'est pas mal d'argent, là. Puis l'acheteur, bien, il n'a pas cet argent-là. Donc, là, on est en train de voir si l'acheteur peut s'inscrire à la TPS-TVQ, mais c'est vraiment des questions qui sont très, très importantes, la TPS et TVQ. Là, pas juste pour l'agricole. Mais pour revenir à l'agricole, le Revenu Canada, Revenu Québec ont déterminé par des bulletins d'interprétation c'est quoi une terre agricole et dans quel cas elle serait taxable. Donc, la personne qui utiliserait la terre agricole dans le but de gagner ou de produire un revenu, ce serait un des éléments qui ferait en sorte que la transaction serait taxable. Donc, c'est tout dans les questions qu'on doit poser aux clients. Dans le cadre du dossier, c'est très, très important de déterminer ça avant de finaliser la transaction. Parce qu'à la base, la vente d'un terrain vacant, c'est une transaction taxable. Donc, il faut quand même s'assurer que ça a été utilisé dans le cadre d'une entreprise. Par exemple, l'espèce de hobby farm, la ferme de loisirs, dont monsieur, madame est propriétaire et qui n'ont pas tiré de revenus, ça serait pas taxable. Ça serait exonéré à ce moment-là. Ça, c'est le nouveau règlement que je vous parlais. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question tantôt, je pense que c'est Rebecca, je ne me souviens pas trop, par rapport aux facilités, dans le fond, d'utiliser un lot à des fins autres qu'agricoles.
Donc, cet article-là est venu un petit peu faciliter certaines choses. 24 janvier 2019, je pense que je dis le 1er janvier, c'est le 24. Et à quelles conditions certaines utilisations pourraient être pratiquées sans demande d'autorisation. Au niveau de la vente des lots ou du morcellement, quand je vous ai parlé de lotissement tantôt, on a ici, lorsqu'on est en présence de 2 producteurs, au sens de la loi sur les producteurs agricoles, lorsque les 2 parties deviennent ou demeurent propriétaires d'au moins 40 hectares, qui est 100 acres. Tantôt, on a parlé de 100 hectares où on pouvait morceler sans autorisation, mais là, on est à 40, donc c'est quand même plus raisonnable en fait de superficie. Il y aurait une possibilité là, de faire du morcellement, du lotissement à ce moment-là sans autorisation. Les centres équestres et les exploitations acéricoles. Donc, tantôt, je vous ai dit au niveau là, du nombre d'entailles, donc dépendamment de la grosseur de l'entreprise, il peut y avoir là, un aire de repos qui pourrait être construit et qui ferait partie là, du bâtiment de production, donc de la cabane à sucre comme telle. Donc ça vient faciliter, par exemple, le travail de la sériculteur qui voudrait bouillir pendant la nuit ou un petit peu plus tard pour être capable d'avoir une meilleure facilité d'exploitation. Par rapport au centre équestre, encore là, il faut, parce que les centres équestres, on s'entend que les cours d'équitation, puis les randonnées à cheval, puis l'aménagement de sentiers, à la base, ce n'est pas de l'agriculture. Donc, c'est une activité qui devait être déclarée avant le règlement, alors que maintenant, si on parle d'un producteur qui exploite un centre équestre, bien à ce moment-là, il pourrait faire les utilisations là, que vous voyez à l'écran sans autorisation. Puis, pour avoir la carte de producteur, pour être considéré comme un producteur au niveau du ministère de l'Agriculture, Pêcherie et Alimentation du Québec, encore là, il y a des critères qui s'appliquent, certaines conditions. Entre autres, il doit y avoir un revenu qui provient de l'exploitation agricole d'au moins 5 000 $. C'est quand même pas tant que ça. Mais il y a des revenus qui ne sont pas considérés comme un revenu agricole, par exemple un revenu de location, mais je vous dirais que c'est quand même assez facile d'obtenir la carte de producteur. Donc, ça pourrait faciliter l'exploitation d'un centre équestre dans ce cas-ci. Les repas à la ferme, la même chose, maximum de 20 sièges. Je vous disais tantôt que le nombre de chaises était limité. Et puis, il faut que les repas soient composés principalement de produits de la ferme. Puis, la définition de principal, c'est 50 % et plus. Donc, il pourrait aller acheter sa viande, mettons, à l'épicerie, mais il faudrait qu'il puisse produire ses légumes ou en tout cas, bref. C'est quelque chose qui n'est pas super facile à gérer, mais pour le producteur qui voudrait avoir une entreprise d'agrotourisme, il y a une facilitation à ce niveau-là. Véhicules récréatifs autonomes, donc pour être capable d'accepter, par exemple, des gens à la ferme pour faire des fins de semaine d'hébergement à la ferme. Bien là, vous voyez le maximum de 5 espaces de stationnement, 100 mètres de la résidence du producteur, la superficie pas plus que 1000 mètres carrés. Pas très grand, là, 1000 mètres carrés, c'est un quart d'acre, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, puis durée maximale de 24 heures. C'est qui fait l'analyse de tout ça, puis surtout le suivi de tout ça, là, c'est laissé aux municipalités. Donc, c'est pas mal géré là, par les municipalités d'une façon ou d'une autre. Visite guidée à la ferme aussi, on a différentes conditions. Pour les logements multigénérationnels ou l'exercice d'une profession. Tu sais, tantôt, je vous ai dit, après juin 2001, il y a eu une autre couche de complexité qui a fait en sorte que je ne pouvais plus ouvrir un bureau de notaire dans ma résidence sans autorisation, ma résidence qui bénéficiait de droits acquis. Ici,
on vient amoindrir un petit peu cette règle-là. Donc là, je pourrais, depuis janvier 2019, par contre, il faudrait que 40% de la superficie soit employée, moins que 40% de la superficie soit employée à cette fin-là. Et puis, il faudrait que je reste dans la résidence. Je ne pourrais pas louer une maison, mettons, dans le rang Sainte-Julie, juste pour les fins de mon entreprise. Il faudrait que je puisse également. Gîte touristique, maximum 5 chambres, 15 personnes. Uniquement le petit déjeuner est offert. Vous voyez comment c'est pas facile à gérer, ces règles-là. Là. Je plains les municipalités qui doivent les gérer. Logement multigénérationnel, partage d'installations électriques. Ça ne peut pas être 2 maisons, mettons. Il faut vraiment qu'on partage les services publics. Communication par l'intérieur avec le logement principal. Fait qu'on peut agrandir notre maison pour ajouter un logement multigénérationnel, mais je ne pourrais pas construire, mettons, une mini-maison dans la cour arrière. Ça ne rentrerait pas dans les critères du règlement. Pour les municipalités, encore là, il y a différentes choses qu'ils peuvent faire pour améliorer la vie municipale. Là. Donc, on parle ici là, de remblais, puis d'élargissement de routes, etc. Ça, c'est des notes que j'avais gardées pour nous à l'interne au niveau de la recherche sur les titres, parce que c'est super important quand on fait la recherche de s'assurer si on est en zone agricole ou non, pour toutes les raisons dont on a parlé, pour mon acheteur qui peut être non-résident, pour mon vendeur qui peut être propriétaire de l'eau contiguë. Donc, il y a le site de la Commission de protection du territoire agricole qui est très facile d'accès, facile d'utilisation. C'est sûr qu'il faut s'en servir plus souvent pour trouver que c'est facile, mais il y a quand même beaucoup d'informations qui peuvent être dont on peut aller chercher là, sur le site. Donc, la superficie du lot également, c'est important de la connaître parce que tantôt, le non-résident québécois, je pense que j'ai oublié de vous le dire, mais il y a quand même, il peut acheter moins que 10 acres, qui est 4 hectares. Donc, il faut quand même s'assurer qu'il n'est pas déjà propriétaire de l'eau en zone agricole. J'avais eu le cas où l'Ontarien avait acheté un chalet. Le chalet est en zone agricole. Fait que la première parcelle qu'il a achetée, il n'y avait pas de problème. Il a acheté une deuxième parcelle, le terrain à côté, il n'y avait pas de problème. La troisième transaction, il a acheté le terrain en arrière, qui était un grand terrain de 12 acres. Bien, déjà là, 12 acres, c'est plus que 10. Puis il était déjà propriétaire de terrain en zone agricole. Donc, lui, dans son cas, là, vu que c'est cumulatif, puis il restait peut-être juste un acre ou deux qu'il pouvait acheter sans autorisation, mais là, il venait d'acheter 12. Donc, on a dû être obligé de passer par une demande d'autorisation. Fait que ça, c'est important de savoir en début de dossier, parce qu'étant donné que c'est très long, ces processus-là de demande, il faut quand même qu'on puisse informer le client correctement. Puis au niveau du vendeur, ben c'est ça. Est-ce qu'il détient des droits sur un lot contigu? Est-ce que mon acheteur achète? Est-ce qu'il y a des décisions de la commission qui affectent le lot? Cette information-là se retrouve sur le site de la commission également. Et donc, ça peut nous aider, là, surtout au niveau d'une utilisation non agricole. Est-ce qu'il y a une autorisation de construire, par exemple? Puis là, ben, j'avais insisté encore que bon, une municipalité ne peut délivrer un permis de construction sur un terrain en zone agricole, mais tu sais, des fois, ça se fait quand même. J'ai le cas, présentement, je suis en train de faire une demande. La ville de Gatineau a émis un permis pour construire une grange, mais le propriétaire a mis un deuxième étage, il a mis une toilette, il a mis un champ septique, et en tout cas, bref, c'est devenu une maison. Et puis, avec les années, ben là, ça a été taxé comme une maison. Fait que, mais il n'y a pas de permis de construction pour une construction résidentielle et il n'y a surtout pas d'autorisation de la commission. Fait que vous voyez le problème, là, depuis 2012 que le vendeur essaie de vendre. Il y a eu 7 offres d'achat qui ont tombé à l'eau parce qu'elle n'est pas capable de régulariser la construction de cette résidence-là.
Mais là, dans mon cas, c'est le voisin qui achète. Le voisin, c'est un producteur agricole qui a des revenus agricoles suffisants pour respecter les critères de l'article 40 dont on parlait tantôt. Donc, celui-là, il y a peut-être une meilleure chance, je vous dirais, de régulariser cette situation-là. Mais dans certains cas, il faut aller aussi loin que demander le permis là, à la ville pour s'assurer qu'on n'est pas en infraction. Il y a quand même des présomptions à l'article 100.1. Par exemple, s'il y a eu une déclaration qui a été envoyée à la commission, mais pour laquelle la commission n'a pas répondu dans les 3 mois, il y a une disposition à 100.1 qui indique que c'est réputé être conforme. Mais ça arrive quasiment pas, que la commission ne répond pas. Là, je veux dire, ça ne tombe pas d'une craque en quelque part. Là. Donc, il y a vraiment il y a cette possibilité-là. Sinon, lorsqu'on a une aliénation, mettons qu'il y aurait eu un morcellement qui a été fait sans autorisation de la commission, à 100.1, on vient dire que lorsqu'il s'est écoulé plus de 5 ans à compter du dépôt de cette vente-là au Bureau de la publicité des droits, il y a aussi une présomption de conformité. Tout ça pour, évidemment, la sécurité des transactions. Donc, c'est facilitant là, dans certains cas. Est-ce que vous avez des questions? Oui, moi j'en ai. Oui, allez-y. Wow, je ne savais pas qu'il y avait autant de règlements en droit agricole. J'étais comme, wow, ça me rappelle un peu mes cours de bien. Ma question, c'est, pour ce qui en est de ces règlements en question, est-ce qu'il y a déjà eu ou il y a souvent de la contestation sur, mettons, les bases de la Charte de droits et libertés, parce que c'est vraiment comme strict, puis ça, je trouve, en regardant cette présentation, que il y a beaucoup de droits qui sont comme mis de côté là, pour que quelqu'un puisse faire de l'acquisition ou quoi que ce soit, faire des transactions. Oui. Il y en a déjà eu, il n'y en a pas beaucoup. Cette question-là a été réglée rapidement par les tribunaux. Et puis, dans le fond, la protection de l'agriculture au Québec a été jugée importante, suffisamment importante pour justement venir brimer certains droits. Il y a des choses que je ne vous ai pas dites. Là. Par exemple, quelqu'un qui était propriétaire en 78 d'un terrain vacant, il pouvait quand même construire à l'intérieur d'une période de 10 ans. Donc, il y avait des dispositions transitoires comme ça. Bon, c'était pas parfait, là, mais il y avait quand même certaines dispositions transitoires qui permettaient la construction, mais on est passé ça, là. Je veux dire, les gens qui n'ont pas utilisé ça, maintenant, cette loi-là, cette disposition-là, elle ne s'applique plus. Mais non, ça a été essayé là, à différentes occasions, mais je vous dirais que c'est plus un sujet d'actualité. Puis, juste une deuxième question. Là, si quelqu'un n'a pas un background en agriculture ou il n'a pas eu de la famille enfant, si quelqu'un veut se spécialiser en droit agricole, comment il fait, ou c'est juste par hasard ou par pratique? Bien, écoutez, c'est sûr qu'on peut suivre des formations comme celle-ci, puis on peut lire la loi, puis mais il y a tellement de particularités que je vous dirais que c'est beaucoup la pratique qui vient un petit peu guider nos réponses puis nos pratiques, parce que ce qui peut être bon dans un dossier, mais il ne sera peut-être pas exactement vrai dans l'autre pour toutes sortes de raisons. Au niveau d'une construction résidentielle, par exemple, dans un cas, j'avais été capable de permettre la construction d'une résidence à cette jeune fille-là qui était propriétaire et qui avait un cours en équestre, là, équestrien, je ne sais pas c'est quoi, je ne me souviens plus de l'adjectif, du bon adjectif, mais elle avait vraiment une formation avec les chevaux de façon plus particulière. Elle faisait de la pension de chevaux. Dans son cas, ils avaient investi des sommes dans des bâtiments agricoles. La première décision avait été refusée. Puis en rencontre publique avec les commissaires, on avait réussi à faire tourner la roue pour que finalement elle puisse se construire.
Mais dans un autre cas où c'était très semblable comme dossier, mais la personne en question n'avait pas de formation dans le domaine. Puis pour une raison ou pour une autre, la commission, elle a jugé ce dossier-là moins véridique que l'autre. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu développes le PIF, puis tu peux dire au client, comme la semaine passée, j'ai dit à un client qui me demandait de l'aide pour répondre au commissaire. J'ai dit, oubliez ça, votre dossier ne passera jamais. Je n'ai même pas voulu l'aider parce que je sais que ça ne passera pas. Je vais lui faire dépenser des sous pour rien, puis il ne sera pas content en bout de ligne parce qu'on n'a quand même pas une obligation de résultat dans ce type de dossier-là, tu sais. Fait que j'aime mieux être claire puis être franche avec le client. Puis il n'était pas content, mais il n'aurait pas été content à la fin de toute façon après avoir dépensé 2000 $. Fait que c'est vraiment de lire sur le sujet, de faire peut-être les cours. Il n'y a pas beaucoup de choses là, que vous pouvez lire, mais il y a Louis-Victor Sylvestre qui a beaucoup écrit sur le sujet. C'est très intéressant là, si vous voulez en savoir plus sur le droit agricole, mais vous allez voir en lisant son livre que c'est vraiment du cas par cas, puis c'est vraiment des petits détails qui font l'ensemble de ce droit-là. Là. D'autres questions? Il ne semble pas avoir d'autres questions, je crois. On peut peut-être conclure là-dessus, à moins que d'autres étudiants souhaitent s'exprimer sur le sujet, mais j'en profite pour vous remercier, Maître Allary, d'être parmi nous aujourd'hui. C'est vraiment apprécié, puis c'est le fun d'avoir une conférence qui sort un peu de l'ordinaire parce que, veux pas, le droit agricole, c'est pas quelque chose qui est super connu puis qui est beaucoup mis de l'avant à la faculté, notamment là, avec l'absence de cours sur le sujet. Je pense qu'il y a un cours qui se donne. Je pense que c'est Sarah Berger-Richardson qui se spécialise là-dedans, mais il n'y a vraiment pas une grande représentation là, du droit agricole à la faculté. Mais merci beaucoup, c'est vraiment apprécié. Je pense que ça a vraiment été bénéfique là, pour l'ensemble des étudiants qui étaient là aujourd'hui. Puis pour les étudiants, j'en profite pour faire le message qu'on va être à la recherche si vous souhaitez vous impliquer de nouveaux membres de l'association avec l'année scolaire suivante qui s'en vient. Donc, restez à l'affût sur notre page Facebook si jamais vous souhaitez vous joindre à la meilleure association.